bonjour à tous. Je viens aborder donc, à ma façon aujourd'hui le thème du séminaire donc, qui est Disruptive Leadership. Disruptive Leadership, d'abord disruptive. C'est un mot que les publicitaires on connaît bien. On invente des mots, donc celui-là on l'utilise pas mal. Il y a même une agence qui en fait sa philosophie. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire différent. Hein. Simplement la différence. La différence, c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans nos métiers. D'abord parce qu'on cherche à... C'est une posture, on cherche à être tous différents les uns des autres. Ensuite, d'une certaine façon, c'est un peu une obligation. Les clients nous confient des marques ou des produits et on doit les rendre différents aux yeux des autres. Et on va tout utiliser pour montrer cette différence, que ce soit nos locaux, nos costumes, nos uniformes, nos méthodes de travail, etc., etc. Alors, la notion de différence amène très rapidement à une notion qui est plus importante, qui est la recherche de l'idée. Je voudrais juste donner une citation d'un très grand créatif anglais qui en fait malheureusement est mort il y a 2 ans, qui a fait les plus grandes campagnes anglaises et qui disait « Whatever you think the opposite ». Et donc c'est quelque chose d'assez incroyable parce que par rapport à quelque chose de banal, être différent, en quelques mots, un slogan, vous amène à réfléchir au point de départ de l'idée. Et l'idée, c'est ce que nous recherchons dans nos métiers en permanence. Alors il faut savoir que c'est quelque chose de douloureux, trouver une idée. C'est à la fois jubilatoire, c'est un combat. Quelquefois, ça met une entreprise à feu et à sang. Mais d'une certaine façon, quand les idées naissent, on ne sait pas encore si elles vont être bonnes ou pas. Et c'est ce que je vais essayer de vous raconter en vous expliquant la psychologie de chacun des personnages et surtout le psychodrame qui se met en place. Au centre d'une idée, il y a une équipe, il y a des gens très différents. Alors, la première personne, celui dont c'est le métier, trouver une idée, s'appelle le créatif. Alors, le créatif est quelqu'un qui, quelque part, considère qu'il a un territoire à lui. Il doit trouver les idées sont pour lui. C'est lui qui est responsable de trouver l'idée, etc., etc. Donc le créatif est sous tension en permanence, puisque d'une certaine façon, c'est lui qui va devoir assumer l'idée, il doit devoir la produire. Il va être réfractaire un petit peu à ce que les autres vont pouvoir apporter, puisqu'il considère que sa responsabilité finale est quand même d'être celui qui... Et il a une tendance un petit peu paranoïaque, parce qu'il considère que tous les gens qui vont être autour sont là pour, d'une certaine façon, contredire ou gêner l'idée qu'il va trouver. On a le créatif. À côté du créatif, on a un second personnage qu'on appelle le planeur stratégique ou qui s'appelle le stratège. Donc le travail du stratège, c'est d'essayer d'orienter un petit peu. Et donc nous, on dit, son boulot, c'est de trouver des angles. Alors des angles, c'est quoi un angle? Un angle, c'est par exemple, on vend dans un magasin pour des produits relativement bon marché. Et plutôt que de dire bah, bonjour les pauvres, on dit bonjour les malins. Ça, c'est un angle. Au lieu de dire vous êtes pauvre, on dit vous êtes malin. Bon, voilà. Avec un angle pareil, on cherche une campagne. Quelquefois, ça donne et rame. Il faudrait être fou pour dépenser plus qu'une campagne que je connais très bien. D'une façon générale, tous les planeurs, inconsciemment, voudraient être créatifs. Le créatif, lui, sait que le planeur voudrait être créatif, donc il s'en méfie. Généralement, le planeur essaie donc d'isoler le créatif et de fermer les bureaux pour dire travaillons ensemble, évitons, etc. etc. Mais ces deux-là se méfient les uns des autres. Arrive un troisième personnage qu'on appelle le commercial, maintenant on appelle le consultant. Donc lui, en gros, il a la responsabilité du client, il gère, il a un client qui jusqu'à présent est content, il a un budget qu'il a réussi à obtenir, il a acheté un plan média, il arrive avec, de la part du client, un certain nombre de contraintes, et pour lui, il appréhende le moment de la recherche de l'idée parce que, comme il dit souvent, jusqu'à présent, tout allait bien. Tout allait bien, ça veut dire que jusqu'à présent, le client n'a pas à se plaindre, jusqu'à présent, les créatifs ne sont pas en train de pleurer, jusqu'à présent, le planeur n'est pas venu lui changer la manière dont il faut regarder le client. Mais notre créatif, notre planeur vont se méfier du commercial qui va amener des contraintes. Lui-même cherche à protéger au maximum la relation géniale qu'il avait jusqu'à présent avec son client. Arrive le client, quatrième personnage de la pièce. Alors lui, le client, c'est très particulier parce que, en gros, c'est lui qui prend tous les risques, lui il en est conscient, mais tout le reste de l'équipe n'en est absolument pas conscient, ou plutôt cherche à l'oublier. Le client, lui, dans une situation particulière, il a fait en sorte que des économies et des choix se fassent donc, pour pouvoir dépenser de l'argent dans une campagne de communication. Et cet argent qu'il va dépenser, lui, il a intérêt à être profitable pour l'entreprise, donc il cherche avant tout le retour sur investissement. Ce retour sur investissement est avant tout lié à l'efficacité commerciale. Il dépense de l'argent pour que l'entreprise gagne plus d'argent. Et là, on a un début de contradiction parce que l'intérêt du créatif, c'est avant tout que la campagne se voit. L'intérêt du planeur, c'est qu'avant tout, la campagne soit perçue comme intelligente par les consommateurs. L'intérêt du commercial, c'est que tout se passe bien. Et l'intérêt du client, il est prêt à accepter qu'éventuellement, la campagne soit créative à condition que avant tout, les ventes soient là. Et là, on arrive aussi sur un début de
de tension, puisque le client est prêt à considérer que l'équipe qu'il a face à lui est géniale, si la campagne est réussie et si les résultats sont là, mais il est tout aussi prêt à dire que l'équipe en question est complètement nulle. Il va demander directement au patron de l'agence le prochain coup de changer l'équipe. Voilà un peu les pièces et les éléments du psychodrame. Arrive, moi, le clown. Alors le clown, c'est quoi? Le clown, c'est une figure, bien sûr. C'est en gros, le clown est un personnage qui dit des choses sérieuses, avec humour. Généralement, il dédramatise un certain nombre de choses. Il est au service de choses un petit peu universelles. Et on va essayer, au travers de ce personnage du clown, de dédramatiser tout ça, parce que la tension va être là de façon totalement permanente. Le clown arrive pour essayer de faire en sorte que chacun, dans cette pièce, qui est en train de s'écrire, à la fois trouve sa place, mais refuse, mais surtout ne soit pas complètement exclu du phénomène de groupe qui va se jouer. Le clown, lui, il a un rôle qui est extrêmement important, puisqu'il va être là pour protéger l'idée, faire naître l'idée, etc., et faire en sorte que chacun des membres, d'une certaine façon, tôt ou tard, s'approprie cette idée. Le clown a un problème majeur, c'est que, d'une certaine façon, les gens ne le prennent pas forcément au sérieux. Il est celui qui n'est pas forcément sur le dossier, mais en même temps, il est celui qui va faire en sorte que des gens qui sont 24 heures sur 24 sur le dossier, tout d'un coup, se décontractent et fassent en sorte que l'idée, d'une certaine façon, puisse émerger. Le clown tout seul va permettre de créer du lien entre les différentes personnes qui sont en phase de conflit. On va revenir sur ce point, puisqu'il y a une forte conviction, l'idée naît du conflit. Et de cette idée qui va devoir émerger, c'est le clown qui lui-même va être au centre des choses, c'est lui qui va décider d'une certaine façon quelle est l'idée qui va pouvoir survivre et quelle est celle qui va devoir disparaître. Et à ce titre, le clown doit avoir une espèce d'autorité naturelle et absolument pas une autorité liée à sa fonction. Au moment où les idées apparaissent, se passe un phénomène assez classique. Le groupe réagit par rapport à l'idée, et souvent en négatif. Et un premier rôle du clown, c'est de dire interdiction de dire non. Au contraire, on ne jette pas l'idée d'un autre, on rebondit sur l'idée d'un autre. Donc il y a un travail de gestation de l'idée qui est extrêmement important, parce que c'est autour de ce travail de gestation qu'on va constituer une forme de solidarité entre l'équipe. Et au contraire, on va essayer d'atténuer les phénomènes négatifs qui peuvent survenir de « puisque tu as dit non à cette idée, je vais moi aussi dire non à telle autre ». Donc un certain nombre d'idées apparaissent, et là il va falloir choisir. Alors choisir une idée, c'est toujours compliqué, mais il y a quelques signes qui sont importants. Une bonne idée est toujours dangereuse, et une bonne idée a toujours en elle une capacité à créer le conflit. Le danger fait partie de l'idée, et c'est cette idée de danger qu'il va falloir positiver. La figure du clown est extrêmement importante pour positiver justement des choses fondamentales. Il faut savoir que le clown doit aussi choisir. Donc là, il va faire un choix. Le choix qu'il va faire en sorte que le groupe, d'une certaine façon, s'organise un petit peu différemment. Et là, le clown doit traiter tout le monde à égalité et surtout éviter de vexer qui que ce soit. Parce que par la suite, il va falloir continuer. Le créatif va devoir produire, le client va devoir assumer, le commercial va devoir faire en sorte que l'équipe se mette en place et reste de façon positive par rapport à tout ça. Donc le travail du clown, dédramatiser. Dédramatiser, mais en même temps, faire en sorte que tout d'un coup, cette idée qui était vécue comme dangereuse, tout d'un coup, on se rend compte qu'elle n'est pas dangereuse, elle est juste différente. Le travail majeur, le passage de dangereux à différent, est quelque chose de fondamental. Si on assume la différence, d'une certaine façon, on rejoint le territoire de légitimité du clown. Depuis le début, le clown sait faire aimer les gens différents. Si on regarde toute l'histoire des clowns, ça a toujours été au service de cette idée. Tout le monde mérite considération. Les gens différents sont formidables, etc. etc. Et il n'y a qu'à prendre le bon exemple. Les Américains travaillent beaucoup là-dessus, mais si vous regardez Shrek, Shrek est moche, et pourtant c'est quelqu'un de formidablement généreux. Voilà. Donc on travaille autour de ces figures, et le rôle du clown va être d'emmener tout d'un coup l'équipe dans une vision positive et faire en sorte que chacun, petit à petit, s'approprie l'idée. Et mettez-vous un petit peu dans la situation d'un clown. Je vais vous montrer quelques campagnes, elles sont là, elles ont été finies, mais imaginez ces campagnes un petit peu au stade où je les ai découvertes, donc c'est au stade de crayonner, et imaginez ce qu'elles sont provocantes, elles sont quelquefois complètement ridicules, elles sont peut-être quelquefois totalement incohérentes ou on va dire pas du tout en phase avec le bien-pensant, mais toutes ces campagnes, derrière elles il y a des idées, c'est des campagnes, vous allez voir, vous allez les reconnaître j'espère, mais c'est des campagnes qui ont fait leur route, qui sont devenues célèbres, qui aujourd'hui sont assumées par tous les gens qui l'ont fait. Vous pouvez imaginer quand même que le groupe qui a travaillé sur l'idée,
il y avait quand même pas mal de tensions, et je vous recommande une d'entre elles, il faut un peu se tourner pour regarder ce que c'est précisément, mais regardez la campagne d'Alain Micli, c'est une campagne, il y avait 6 affiches comme ça sur les Champs-Élysées, je peux vous dire que ça fait du bruit à l'époque. Kodak Gold 2, de couleur. J'ai trouvé ça tellement amusant tout à coup. Dame la punition absolue, les gars! Orangina rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Je la sens mais vraiment pas du tout celle-là. Bon non, tu vois le mal partout. Bon, c'est bien les enfants, mais on la refait là, moins crispé. Il faut bien secouer. Orangina! Sinon la pulpe, elle reste en bas. Imaginez-vous, vous êtes le clown, donc, et vous voyez ces crayonnés qui arrivent, et vous avez un client face à vous, et vous avez une équipe, et c'est vous qui maintenant portez la responsabilité de ce choix. Il y a un second danger qui s'annonce et qui est quelquefois absolument pas maîtrisé, c'est l'euphorie. Quand une grande idée arrive, si on sent qu'on a le courage de le faire, si le client tout d'un coup dit pourquoi pas, là tout le monde va pouvoir venir contribuer, apporter sa pierre à l'idée, c'est de la rendre meilleure. Et c'est d'autant plus vrai que vous êtes encore au stade des crayonnés, et là tout d'un coup vont arriver des prestataires extérieurs. Ça va être le cas de Jean-Baptiste Mondino pour Kodak, ou des gens très différents, des grands photographes pour les affiches que je vous ai montrées. À chaque fois, quelqu'un d'extérieur arrive, et le groupe à nouveau va se remettre en position de contribution. À nouveau, des idées pour améliorer entre guillemets les choses vont arriver. Et c'est la première fois, et c'est le seul moment où en fait le travail du clown, ça va être de dire non. Donc le clown est aussi quelqu'un d'autoritaire, pas sur les gens, sur les idées. Il protège l'idée, il défend l'idée. C'est un combattant. Donc, d'une certaine façon, on dit en gros, le clown, c'est un travail relativement simple, il suffit de prendre une décision, de faire assumer le groupe, etc. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a plus de bonnes campagnes dans les poubelles que sur les murs. Donc on passe notre temps en fait à essayer de se battre pour des idées qui en fait vont pas vivre. Et le pire, c'est quand des idées, au contraire, sont vivantes, mais sont carrément esquintées, amochées, parce qu'on n'a pas su dire non, ou quelque part les contraintes ont été trop fortes à un moment donné, et ces annonces ou ces affiches sont ou sur les murs ou à la télévision. Et en tant que spectateur de la télé, ou en tant que passant, quand vous voyez des affiches, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a des idées sur tous les murs, et qu'il y a des idées dans tous les films de publicité. Donc on voit quand même que le travail sur l'idée est un travail assez exigeant. Ce que je voudrais dire aussi, et qui pour moi est central, c'est que le fait de réussir, dans notre métier, et ça c'est un grand message du clown, on ne garde que les bonnes nouvelles. On oublie les mauvaises campagnes, on se rappelle toujours des grandes, mais on est dans le positif. Et ça, je crois que c'est une force pas possible, parce qu'une entreprise qui travaille sur l'idée, une industrie de l'idée, ne peut pas s'arrêter à des échecs. On est en permanence en mouvement, on est en permanence dans la surenchère, c'est un métier extrêmement compétitif, et à tout moment, on doit pouvoir dire, ce risque que j'ai pris, tant pis, mais par contre, celui-là, il a été réussi, et la force de l'entreprise va capitaliser sur la réussite.
J'ai essayé de vous démontrer qu'un clown pouvait être un leader. Et la bonne question, c'est est-ce qu'un leader doit être un clown? Très clairement, je pense que oui. D'autant plus que nous changeons de société. On est aujourd'hui une société digitale. Dans une société digitale, les entreprises n'ont pas des collaborateurs. Dans une société digitale, il y a des personnes qui, d'une certaine façon, ont un pouvoir. Elles ont un pouvoir de parler, elles ont un pouvoir de converser, elles ont un pouvoir de produire, elles ont un pouvoir d'adhérer. Et elles ont, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, une capacité, effectivement, à être éventuellement en conflit avec la manière dont l'entreprise fait un certain nombre de choses. Donc ce qui est fondamental, c'est qu'on se rend compte que dans une société comme celle-là, l'autorité naturelle d'un leader, la méthode top-down, c'est-à-dire je diffuse un message à une entreprise, à une organisation, ne marche plus. C'est une succession d'individus qui a besoin d'être convaincus. Et c'est là où on retrouve un certain nombre de choses que j'ai essayé d'illustrer avec cette idée de clown leader. C'est que parler à des individus, ça veut dire accepter les différences de chacun. Posons-nous la question de savoir si au sein de vos entreprises, il n'y a pas des gens traditionnels, conservateurs, d'autres utopistes, certains complètement fous. Et si quelque part le créatif que j'ai décrit, ou le consultant que j'ai décrit, ou le stratège que j'ai décrit, ou le client que j'ai décrit, ce n'est pas en fait une grosse partie de vos populations. Ces gens-là sont des attentes des mêmes choses, ils ont les mêmes peurs, ils ont les mêmes envies, ils ont envie de participer à un projet. Participer à un projet, c'est se mettre au niveau. J'ai un message très simple, l'autorité ne marche plus, longue vie au clown leader.